très heureux d'être parmi vous à divers titres et très heureux aussi que Zaya ait réussi à nous fédérer, nous réunir sous cette forme et j'espère sous d'autres formes que la journée d'études. Mais donc comme on est au début de nos réflexions et de nos modalités d'agrégation, c'est aussi intéressant de pouvoir les partager avec un public évidemment. Donc je prendrai la revue du... Attendez, je vais déjà actionner les images. J'ai pas beaucoup d'images, je vous préviens, parce qu'il ne s'agit pas d'une revue très visuelle. Et très peu d'images en fait. Donc ici, je vous montre le logo de la revue sur laquelle je reviendrai. Donc je prendrai la revue du coq combattant plutôt comme esprit d'une époque, celle des années 50 à Téhéran, dans l'immédiate après-Seconde Guerre mondiale, en m'autorisant éventuellement quelques références en dehors de la revue elle-même et de sa chronologie, références à des figures ou des éléments de contexte plus larges, qu'il s'agisse de parcours liés avec celui des membres de la revue ou certains prolongements, voire annotations diverses à cette histoire stricto sensu. J'en profite également pour préciser que ces éléments de présentation ne relèvent pas d'un travail de recherche personnel. Je peux dire que mes recherches personnelles sur le paradigme moderne en Iran, notamment consacrées à des peintres, ont plutôt croisé que réellement touché l'histoire de cette revue, le coq combattant, Khouros et Jangi, pour son titre en farsi, mais par facilité, je traduirai directement la plupart des titres et des occurrences iraniennes en français. Donc une revue que j'ai plutôt croisée que réellement touchée et qui n'est par ailleurs pas un objet de recherche facile étant donné certains problèmes d'accès aux sources qui peuvent se poser dans les bibliothèques iraniennes. Alors ça, je ne détaille pas ce problème, mais on pourra en parler après si vous voulez. C'est donc pour les besoins spécifiques de ce groupe de réflexion initié par Zaya Al-Armani et qui se consacre aujourd'hui à une nouvelle géographie des revues que j'ai proposé d'en discuter. Et donc d'apporter plutôt des éléments de présentation qu'un vrai travail de recherche personnelle. Voilà, c'est pas, ce qui n'est pas le cas. Il y a cependant un certain nombre de chercheurs qui ont travaillé sur le coq combattant ou qui travaillent actuellement sur le coq combattant, et c'est notamment grâce à ces personnes et au dialogue avec elles que je peux ici vous la présenter en quelques lignes. Et je citerai donc une chercheuse française, Alice Bombardier, qui a fait sa thèse sur la peinture moderne en Iran et qui est affiliée, je crois, à l'EHESS, et deux chercheurs iraniens, l'un faisant sa thèse à Munich, Bovand Behpour, et l'autre basé à Téhéran, Mohsen Shahrnozdar. Donc je tenais à les citer, ces chercheurs qui sont évidemment à solliciter pour un travail futur éventuellement plus approfondi. Moi personnellement, mon dialogue avec notamment ces chercheurs de Téhéran est plutôt orienté vers un projet éventuellement de réédition de tous les textes publiés dans cette revue. Voilà, donc plutôt en tant qu'éditeur pour ma part que chercheur. Donc c'est en 1948 que fut fondée l'association artistique du coq combattant par le peintre Jalil Ziapour, l'écrivain Gholam Hossein Gharib, le dramaturge Hassan Shirvani et le poète Manoucher Sheibani. Voilà. Je sais, vous n'allez pas vous amuser à essayer d'écrire les noms tout de suite, c'est pas la peine. Voilà. L'atelier d'artistes de Jalil Ziapour servait de local pour toutes les premières réunions du groupe dans le quartier de Yousefabad à Téhéran. L'association devint assez rapidement une source de rencontres et d'affinités entre des artistes de différents domaines, mais tous préoccupés par une volonté de rupture, indistinctement qualifiée dans les écrits et les recensions de moderne, nouvelle ou contemporaine. Voilà. La confusion entre ces différents termes, moderne, contemporain, nouveau, reflète sans doute une confusion d'ordre plus général, du moins certains conflits ou flous terminologiques qui trouvent généralement leur source dans le miroir de l'Occident et des différents courants de l'art moderne européen qui sont pour ainsi dire digérés très vite et peut-être trop vite parfois. À tel point qu'on se demande ici ou là, quand on lit les réflexions de ces intellectuels iraniens sur l'expressionnisme, sur le fauvisme, sur le cubisme, sur le réalisme, sur le surréalisme, etc., etc., on se demande si la confusion ne va pas au-delà des termes utilisés
et ils sont souvent utilisés en français dans le texte, avec le mot en français qui est ajouté à l'intérieur du texte farsi, mais peut-être même jusqu'à la nature même de ces concepts empruntés et appropriés. L'impression générale est d'ailleurs que tous ces courants de l'art moderne européen qui s'inventent en gros de la fin du XIXe siècle à la Seconde Guerre mondiale sont comme découverts par l'intelligentsia iranienne tous en même temps, ou en tout cas dans un laps de temps très court, ce qui explique aussi parfois une certaine confusion, mais qui peut s'interpréter comme une réelle euphorie intellectuelle et une soif tous azimuts de découvrir les grandes tendances du modernisme européen. C'est ce que j'ai pu confirmer par mes entretiens avec un peintre iranien vivant à Paris, Abolghasem Saïdi, artiste de premier plan dans cette génération d'après-guerre, et passé par l'atelier du peintre Jalil Ziapour, qui est un des fondateurs du COC. Jalil Ziapour, qui fut à son retour d'Europe, par l'intermédiaire de la revue qu'il a fondée, un des diffuseurs majeurs de ces tendances dites nouvelles. Et Ziapour avait étudié à Paris dans l'atelier des Beaux-Arts d'André Lotte, donc au contact d'une tendance picturale affiliée au cubisme. Et étant donné que Ziapour était dans les ateliers d'André Lotte dans l'immédiate après-Seconde Guerre mondiale, on peut aussi imaginer que l'expérience que Ziapour a eue du cubisme dans cette immédiate après-Seconde Guerre mondiale est celle d'un cubisme assez orienté d'un point de vue nationaliste, c'est-à-dire l'utilisation, l'usage ou l'insistance sur le cubisme dans le contexte français pour des besoins nationalistes. Le cubisme comme outil de survivance nationaliste pour la France après la Seconde Guerre mondiale. Donc peut-être que ça pouvait faire écho à ses propres questionnements une fois de retour en Iran sur la thématique d'un nationalisme artistique ou d'un nationalisme, d'une réappropriation en tout cas d'une forme de nationalisme. Je précise aussi qu'il n'y avait pas qu'à Paris que se rendaient les artistes modernes iraniens. Il y avait aussi la ville de Rome qui était un carrefour très important pour eux, mais aussi Munich et Istanbul. Je vais à présent lister brièvement les étapes de la revue en termes de parution afin d'en cerner la fréquence et l'inscription historique. J'aurais peut-être dû faire un tableau visuel, mais je n'ai pas eu le temps, je m'en excuse. Et justement, lorsque je disais que cette revue n'est pas toujours facile à étudier, il ne s'agit pas que de l'accès aux sources, mais aussi d'une certaine censure ou pression politique s'exerçant sur ces associations artistiques alors naissantes, qui étaient plus souvent d'ailleurs des associations d'écrivains que des associations de peintres, mais qui commencent à devenir des associations de peintres avec le coq combattant, et qui plongeaient souvent les membres de ces associations dans des discordes et des dissensions internes, ou qui les obligeaient à changer de titre de la revue, c'est-à-dire tout simplement à faire semblant de disparaître pour ensuite réapparaître, ce qui fut le cas du Coq combattant, une revue avec un comité de rédaction à géométrie très variable, avec un noyau dur mais vraiment fait d'allées et venues, et à plusieurs reprises des titres d'emprunt ou des titres de camouflage qui rendent l'historique de la revue assez complexe. Donc je vais essayer de le résumer en un paragraphe. On peut parler de la première période du Coq combattant avec 5 numéros parus entre 1948 et 1949, puis une nouvelle parution sous le titre cette fois de Kavir, qui veut dire désert, en 1949 avec 2 numéros qui marquent le départ de Ziapour, mais avec les 3 autres membres fondateurs, Gharib, Shirvani et Sheibani. S'ensuit une autre pause jusqu'à 1951, lorsque le Coq combattant reprend son nom initial durant 4 numéros, mais où le poète Sheibani laisse sa place à un autre poète plus expérimental du nom de Hushang Irani, qui va s'imposer comme le nouveau leader du groupe à la suite de Ziapour, avec qui il cultive la rivalité. Puis en 1953, qui est la fameuse année du coup d'État américain contre le Premier ministre nationaliste Mohammad Mossadegh, 2 numéros, non pas intitulés Coq combattant, mais la patte du coq,
qui voit le retour de Jalil Ziapour aux côtés de Gharib, et donc le départ de Houchang Gironi, qui ne s'entendait pas bien avec Ziapour. J'ajoute entre parenthèses que la période s'ouvrant suite au coup d'État de 1953 allait voir le développement des associations artistiques et intellectuelles beaucoup plus contrôlées, verrouillées et censurées qu'il ne l'était jusqu'alors. Alors que la période précédente, en gros de 1941, c'est-à-dire la passation, si on peut dire, entre Reza Shah et Mohammad Reza Shah, le fils, entre 1941 et 1953, a été une période beaucoup plus clémente et propice pour tout ce genre de regroupement et de publication, propice plus généralement au développement aussi du communisme et du nationalisme, donc juste après le règne très coercitif de Reza Shah. Mais l'historique n'est pas fini, puisque en 1956, vous avez 2 nouveaux numéros intitulés non plus Coq combattant, mais Opodona, du nom d'une autre association artistique qui avait ouvert une des premières galeries d'exposition à Téhéran et qui va sceller la réconciliation entre Ziapour et Irani, brièvement, puisque la même année 1956 paraît un autre numéro, alternativement intitulé Le Nouvel Art, mais toutes les occurrences de cette expression « nouvel art » peuvent aussi être traduites éventuellement par l'art moderne, tout simplement, sans Ziapour, encore une fois. Donc, pour résumer tout ça, on va parler de 2 périodes principales, très proches l'une de l'autre. Première période autour de 1949, puis deuxième période autour de 1951, et puis à partir de 1953, plutôt des prolongements de la revue, parfois avec les mêmes protagonistes, mais avec des collaborateurs différents et avec des titres différents, qui sont donc, pour les parutions de 1956, plutôt des tentatives ponctuelles et discrètes de faire revivre l'esprit du Coq au-delà de ce repère, de ce marqueur historique de 1953 et du fameux coup d'État américain. Voilà, je croyais jusqu'à il y a quelques mois que l'histoire de la revue s'arrêtait là, mais j'ai appris lors de mon dernier voyage à Téhéran auprès de mes collègues Mohsen et Bovand que Shirvani et Ziapour, 20 ans plus tard, en 1979, donc l'année de la révolution dite islamique, ressortent, donc c'est la 3e période du Coq combattant, qui ressort avec 2 de ses 2 membres fondateurs, Ziapour et Shirvani, qui sortent 4 numéros en 79, voilà, et que je n'ai pas pu consulter, contrairement au numéro précédent, donc je m'en excuse, mais apparemment c'est un fait avéré voilà, par mes collègues à Téhéran, et donc c'est la 3e période du Coq combattant qu'on peut véritablement qualifier de comeback. Alors, la revue représentait à ses débuts, selon plusieurs sources toujours, parce que là je m'intéresse pas seulement au contenu de la revue, mais un petit peu à ce qu'elle représentait dans les cercles culturels et intellectuels, représentait la forme la plus organisée et la plus signifiante d'une opposition à un art politisé, ou d'une opposition à un art dit engagé, c'est-à-dire l'opposition à un art d'inspiration communiste et téléguidé par le parti, qui en Iran s'appelait le Parti du peuple, Hezb-e Toudeh. D'où ce paradoxe apparent de chercher à se définir comme avant-garde, mais d'en conserver l'esprit de rébellion et de rupture pour mieux en évacuer la dimension politique, du moins de politique partisane, vu l'énorme influence du Parti communiste iranien sur toute la classe intellectuelle. Comme on a coutume de dire, tout le monde en a fait partie un moment ou un autre, dès le milieu des années 30, jusqu'à la révolution islamique. Et d'ailleurs, les écrivains, souvent avec un peu plus de subtilité, puisque les peintres, eux, étaient souvent condamnés, entre guillemets, à une esthétique du réalisme socialiste qui leur laissait un peu moins de marge que les écrivains qui, eux, négociaient leur appartenance au parti de manière un peu plus subtile que les peintres. Bon, par ailleurs,
cette défiance et cette résistance des membres du COC contre le Parti communiste leur avait attiré beaucoup d'inimitié. Et par exemple, plusieurs membres du groupe, à commencer par Ziapour, se définissent donc contre l'art engagé, c'est l'expression qu'ils utilisent, et qui signifie encore une fois les artistes s'exprimant dans le cadre des activités du parti qui prenait soin d'éditer ses propres publications et d'autoriser ses propres associations artistiques, etc. Donc il y aurait tout un développement à faire ici sur la précocité des enjeux communistes et marxistes en Iran, mais souvent dans une forme prononcée d'orthodoxie, dans l'idée d'art officiel, qui engage moins la subjectivité de l'artiste qu'un certain bagage idéologique, et qui nous rappelle que les premiers instituts culturels et artistiques russes en Iran datent déjà des années 30, donc bien avant l'époque du COC, avec un système de bourses données aux étudiants iraniens par les instituts culturels russes. Et il faut d'ailleurs préciser, mais ça c'est un point d'histoire de l'art, parce que je ne vais pas trop aborder l'histoire de l'art dans cette communication, mais que les Russes ont été aussi les vecteurs d'une tradition impressionniste ou néo-impressionniste en Iran, de la peinture de chevalet, et aussi quelque chose qui n'est pas arrivé directement par l'Europe, mais par une espèce de transit russe, des professeurs de peinture russe ou d'Azerbaïdjan. Donc voilà, il y aura tout un développement à faire sur ça, mais je n'ai pas le temps. Sans développer tout ça, on peut tout de même noter que les membres de l'association et de la revue du Coq combattant incarnent à travers ce tropisme hétérodoxe vis-à-vis du parti la notion d'intellectuel inorganique au sens de Gramsci. Je propose cette notion, même si c'est un peu anachronique peut-être par rapport aux membres du groupe. L'intellectuel inorganique au sens de Gramsci, c'est-à-dire, je le cite, un lettré sans attache qui n'éprouve ni loyauté envers la classe bourgeoise dont il est issu, ni réelle disposition idéologique pour la classe ouvrière. Voilà. Fin de citation. Donc, il s'agissait de faire face à certaines condamnations moralistes ostracisant certains auteurs phares de la modernité iranienne que le Parti communiste n'appréciait pas, des auteurs tels que Nimoy Ushij ou Soder Edoyat, qui ne faisaient pas bon ménage avec les intellectuels du parti et qui étaient considérés comme trop avant-gardistes et qui étaient en l'occurrence les inspirateurs ou les pères spirituels des membres du COC. Je vous livre une citation de Ziapour à propos de ses rapports avec le parti, qu'il appelle les zélateurs de la coopération publique, et il parle, je le cite, de ceux qui croient devoir condamner un art qu'ils jugent perverti et qui sont les mêmes qui croient pouvoir décider quel sujet est acceptable ou assez populaire, populiste, selon la traduction, et qui voudraient que les artistes ne traitent que de l'homme du peuple, de la faucille et du marteau. Fin de citation. Donc parallèlement à ces prises de position de peintres, vous avez aussi les nouvelles et autres histoires courtes, telles que le Scribe ou la statue de verre du romancier Gharib, qui lui met en scène la figure de l'artiste iconoclaste et marginal, qui passe à travers les ruines du passé et brandit sa soif de beau, d'amour et de vérité. C'est le genre de rhétorique qu'on peut trouver dans les nouvelles qui sont publiées dans la revue. Et néanmoins, on sent que dans les œuvres littéraires et poétiques, il existe une spontanéité de la pensée qui fait parfois défaut aux essais plus théoriques, qui sont d'ailleurs plus didactiques que réellement théoriques. Gharib, lui, dès les premiers numéros, engage de son côté une défense plus incarnée que celle de Ziapour en faveur de l'automatisme et au profit des mécanismes de l'esprit et de sa production d'images fantastiques. Si on veut s'intéresser un instant à la réception du manifeste d'André Breton parmi les avant-gardes iraniennes de cette époque, on peut dire qu'on retrouve la lecture tiers-mondiste, entre guillemets, du manifeste de Breton, pour qui le surréalisme ne se veut ni une doctrine esthétique, ni un système philosophique, mais simplement une révolte contre la civilisation de la guerre, de la marchandisation et de l'ennui. Les membres du Coq combattant semblent aller chercher dans le surréalisme son aversion tout autant pour l'art
que pour le réalisme socialiste avec lesquels ils disent faire face en Iran, comme si l'enjeu même du paradigme moderne en Iran devait passer par cette double aversion, l'art pour l'art et le réalisme socialiste. On a également coutume de rapprocher la génération du coq combattant d'un surréalisme à l'iranienne, hérité du célèbre romancier Sadr Hedoyat, qui est un autre aîné des membres du coq, et son œuvre maîtresse, La Chouette aveugle, considérée comme l'acte fondateur du roman moderne en Iran, où il paraît en 1941, donc l'année de la destitution de Reza Shah, et qui, une dizaine d'années avant les activités du coq, est le même roman La Chouette aveugle qui sera publié en France et en français en 1953, l'année du coup d'État, aux éditions José Corti, et qui fut salué à son époque par André Breton et les surréalistes parisiens. Pourtant, le sommaire du premier numéro du Coq de 1948 ne recèle pas du tout d'expérimentation surréaliste ni de parti pris esthétique allant dans ce sens. On y trouve plutôt des articles à caractère didactique sur les grandes notions censées guider le lecteur vers le modernisme et l'esprit des temps nouveaux, plutôt hérités d'Occident et plutôt que des innovations théoriques et poétiques. La musique, la poésie, la littérature, le théâtre et la peinture se côtoient néanmoins. On trouve aussi des biographies de jeunes artistes iraniens récemment diplômés. Et alors que Gharib se partage entre la publication de ses nouvelles et ses réflexions sur la place du folklore dans la musique, Ziapour, lui, livre ses premiers commentaires sur le surréalisme. Vous aviez aussi, par exemple, toujours dans les deux premiers numéros, une référence de de Ziapour, qui essayait toujours d'argumenter en faveur du surréalisme et du cubisme pour essayer de démontrer que le surréalisme et le cubisme ne sont pas par nature liés aux élites ou liés à la bourgeoisie et qu'ils ne sont pas nécessairement déconnectés des masses et du peuple. Ça, c'était un enjeu important de démontrer ça, pour pouvoir ensuite se réapproprier ces outils théoriques d'une manière ou d'une autre, mais de prouver qu'ils peuvent être accessibles au peuple. Et il avait aussi recours à différentes anecdotes, comme celle du Nadja d'André Breton, qui provoqua un vaste tollé à la Société médico-psychanalytique en 1929 à Paris, où certains médecins s'étaient inquiétés du fait que des patients, des malades inspirés par le Nadja de Breton pourraient s'attaquer aux médecins. Une autre figure très importante, je crois que je vais devoir, un petit peu, il reste combien ? 3-4 minutes. Donc je vais devoir passer sur la figure de Nimoy Ushij, qui est un peu la figure tutélaire de la poésie moderne en Iran, de la poésie libre, du vers libre, qu'on appelle en Iran la nouvelle poésie, et qui publiait des articles dans les premiers numéros du Coq, qui était leur aîné, et qui était très respecté par eux, mais qui va aussi devenir une source de conflit entre Ziapour, qui le respecte beaucoup, et Houchang Gilani, qui le respectait un peu moins, et qui est connu pour avoir essayé d'introduire des notions de poésie phonétique et ou bruitiste, interprétée aussi aujourd'hui comme une forme de dadaïsme à l'époque de Houchang Gilani. La deuxième, peut-être si je dois conclure rapidement, dire que la deuxième période de la revue, elle va donner lieu donc à un manifeste. Ici vous voyez quelques photographies de la revue ouverte. Ici c'est un poème de Nimoy Ushij qu'on n'aura pas le temps de lire, mais ce qui est important, c'est dans la deuxième période du Coq, va être introduit par Houchang Gilani un manifeste que vous voyez ici en 13 points. Donc le manifeste arrive dans la deuxième période de la revue et n'apparaissait pas dans la première période de la revue, et qui est un manifeste qui s'intitule le bourreau ou le boucher du rossignol. Voilà. Parce que le coq combattant, le coq, s'oppose au rossignol. Le rossignol qui est un animal très archétypal de la miniature persane et des tapisseries persanes et de toute la culture à l'antique et safavide iranienne. Donc c'était un symbole répulsif
pour les membres du coq combattant, et donc le coq devait venir en gros devenir le bourreau du rossignol. Bon voilà, c'est toute cette terminologie, ce bestiaire avec lequel les membres jouaient qui est intéressant, et le manifeste lui-même en 13 points est plus ironique et plus cynique que véritablement un programme théorique. Du coup, je n'ai pas le temps de le lire, mais c'est des choses du genre l'art du coq combattant et l'art des vivants, ce grondement fera taire toutes les voix qui se lamentent sur la tombe de l'art ancien. Nous anéantissons les amateurs de vieillerie dans chaque discipline, nous cassons les idoles anciennes et les vautours imitateurs. Tous les créateurs doivent être bien conscients que les artistes du coq combattant se battront de la façon la plus véhémente contre la diffusion de l'art poussiéreux et vulgaire. Et le 13e point, le dernier point, c'était « À mort les idiots ». Donc, pour conclure, puisque je dois conclure, je voudrais simplement peut-être dire que ce manifeste qui a l'air un peu comme ça à l'emporte-pièce est vraiment plus une provocation pour l'intelligentsia iranienne de l'époque et tous ces enjeux que je n'ai pas eu le temps de détailler entre non seulement les communistes, les nationalistes et d'une certaine manière les affranchis cosmopolites, on peut les appeler comme ça, entre ces trois courants, ces trois mouvements, il y avait aussi des enjeux picturaux, esthétiques liés à l'importation de l'académisme occidental au début du siècle en Iran, que le coq combattant répudiait, et aussi de la miniature, des peintres, des écoles miniaturistes que le coq répudiait également. Je conclurai avec une autre citation, toujours de Houchang Irani, qui est un petit peu ce transfuge qui d'ailleurs après 1953 est le coup d'État qui est réputé avoir plongé beaucoup d'intellectuels soit dans l'exil, soit dans la dépression la plus noire. Pour ce qui est de Irani, il est réputé avoir sombré dans l'alcool et dans le mysticisme pendant les 10 dernières années de sa vie suite au coup d'État de 1953. Donc le coq combattant reste vraiment sa seule contribution marginale, un peu telle une note de bas de page à l'histoire de l'art moderne en Iran. Et je vais vous lire deux petits paragraphes qui sont très éloquents de sa part, écrits en 1951. Donc c'était vraiment tôt pour ce type de rhétorique que je n'ai pas le temps d'analyser, mais peu importe, parce que ça vient vraiment approfondir et donner un sel théorique, philosophique, au principe un peu provocateur et à l'emporte-pièce du manifeste, du bourreau du rossignol. Donc je lis ces deux petites citations de Houchang Irani dans un article qui s'appelait encore une fois « Le nouvel art ». On ne peut pas dire l'art nouveau parce que du coup ça fait confusion avec l'art nouveau. Donc le nouvel art ou l'art moderne. Donc je lis Houchang Irani. Sachant que l'humanité désire véritablement le nouveau, qu'elle le cherche et qu'elle le crée, qu'elle ne peut pas être compatible avec l'ancien quel qu'il soit, alors se briseront bien vite les corps pétrifiés par l'envoûtement de la tradition. De nos jours, les vivants pénètrent de plus en plus l'antre des morts, étudiant leurs traces comme des trésors muséaux, pendant que les valets de l'oubliette les époussettent à chaque aube. Ainsi, la nouvelle postérité et les archéologues s'en donneront à cœur joie dans l'étude des vieilles idoles. Et j'enchaîne avec une autre petite citation qui me semble très intéressante parce que Houchang Irani offre une espèce de philosophie du présent pour mieux expliciter son idée du pouvoir destructeur du nouveau sur l'ancien. Et je vous lis ça. Et c'est très bergsonien, c'est pour ça que ça m'intéresse, mais je ne sais pas encore si c'est vraiment bergsonien ou pas. Il dit « Chaque instant est séparé des instants précédents tout en les contenant en lui. Il exprime une réalité différente qui apparaît d'un point de vue humain, plus nouvelle, plus parfaite et plus vivante. Chaque instant accuse les instants précédents d'imperfection et se présente lui-même comme le témoignage de cette imperfection. Le processus de l'évolution, rapide ou lent, se déroule dans tous les domaines, art, philosophie, science. Quelle que soit la manière dont on l'interprète, le mouvement du changement éternel continue. » Voilà, fin de citation. J'en finis là.
Désolé, j'ai un peu débordé, mais... Alors, merci Mourad pour cette passionnante présentation. Oui, désolé de t'avoir eu à te couper, on aurait pu t'entendre beaucoup plus longtemps. Non, c'est pas grave. Mais voilà, on va écouter Devika et on prendra les questions ensuite pour tous les deux. Alors, donc Devika, pendant que tu t'installes, tu es historienne de l'art, critique et commissaire d'exposition. Docteur en histoire de l'art de l'Université de Cambridge et actuellement boursière au Centre allemand d'histoire de l'art ainsi qu'associate scholar au Center of South Asian Studies de l'Université de Cambridge. Alors, les domaines de recherche de Devika Singh portent sur la création artistique moderne et contemporaine en Asie du Sud, le modernisme dans son champ élargi, la mondialisation et le post-colonialisme, l'histoire des expositions et l'histoire de la photographie. Elle a en préparation un livre sur l'art en Inde après l'indépendance qui doit être publié par Reaction Books. Et elle a enfin contribué à de nombreuses revues, a été chercheur invité au Klug Center de la Bibliothèque du Congrès à Washington, à la Freie Universität de Berlin et à la Villa Médicis. Et donc nous avons le plaisir de t'entendre au sujet de la revue Marg, la fabrique d'une pensée à Bombay. Merci Florence et merci beaucoup à Zaya de nous réunir tous aujourd'hui pour cette journée des études. Alors, comme l'a expliqué Florence, ma présentation va porter sur la revue Marg. C'est une revue qui est fondée à Bombay en 1946 par l'écrivain Mulk Raj Anand. Elle est fondée plus exactement en octobre 1946, donc 9 mois avant l'indépendance de l'Inde d'août 1947. Elle appartient, donc, comme nombre de revues sur lesquelles mes collègues se sont exprimés aujourd'hui, à un groupe d'art et de revues d'art et de culture qui voit le jour donc, après la Seconde Guerre mondiale, en dehors des centres d'art établis. Largement diffusée parmi les élites du pays, Marg fut la revue de référence en langue anglaise sur l'art et l'architecture, et ce, au moins jusque dans les années 60. Et je pense que son intérêt aujourd'hui relève en fait tant de sa capacité d'archivage que du rôle incubateur qu'elle a eu pour une nouvelle identité artistique, intellectuelle, nationale, dans un pays donc évidemment anciennement colonisé. Alors, Mulk Raj Anand, le rédacteur en chef, est un écrivain d'origine punjabi et d'affiliation marxiste, qui fonde la revue à son retour d'Angleterre, où il passe l'entre-deux-guerres. En Angleterre, il fut membre de la Progressive Writers Association, et la plupart de sa production littéraire est écrite et terminée en Angleterre. Je nomme notamment les romans Intouchable, Untouchable et Coolie, de 1936. Coolie est une critique acerbe du système des castes. Et c'est cette même portée sociale et politique qui vont alimenter ses écrits dans Marg à son retour en Inde. Alors cette revue trimestrielle est financée par le Tata Group. Elle existe encore aujourd'hui, même financement. Et elle est animée à l'époque, je vais seulement parler des premières années de la revue, par la tension entre le microcosme, si vous voulez, de la revue, ses partis pris, notamment sur la création artistique, et des idées plus larges qui en font une espèce de caisse de résonance pour les enjeux et les débats du nouvel État-nation. Alors que ce soit à Bombay ou à Delhi, il faut préciser que l'élite intellectuelle est très proche des milieux politiques. Le nombre d'acteurs est limité et il y a, si vous voulez, une proximité, voire même un enchevêtrement des cercles artistiques, littéraires, culturels et politiques qui compliquent en fait tout isolement, si vous voulez, d'un cercle strictement artistique. De 1947, au milieu des années 60, on est en plein optimisme de la période néhruvienne et dans ce qu'on appelle le processus de modernisation de l'Inde, caractérisé notamment par des grands projets industriels et d'aménagement du territoire. Alors, on assiste en fait dans ce contexte à une mobilisation des élites autour de ce que Sunil Khilnani appelle l'idée de l'Inde. Alors, entendez par là l'idée néhruvienne de l'Inde, portée par le sécularisme, l'unification du pays et un engagement social, et ce sera une des influences fondatrices de la revue. Alors, certains aspects de cette vision sont repris dans la revue qui cherche donc à investir l'art de cette tâche fédératrice, comme je l'ai dit. On l'aura compris, il ne s'agit, alors dans le cas de Marg, pas d'une revue qui se définit contre le pouvoir, mais d'une revue qui participe en fait à la communauté de pensée néhruvienne. Marg n'est pas le reflet direct des interrogations qui traversent le travail, si vous le voulez, d'un groupe d'artistes donnés, mais plutôt celui d'une partie de l'élite intellectuelle indienne. Et dans le même temps, la revue permet justement de saisir les discours, débats et polémiques qui alimentent cependant la création. Je vous montre rapidement, là c'est l'ours de Marg.
Apparaissent donc dans le contexte que j'ai décrit et surtout à Bombay des intermédiaires qui vont façonner ce nouveau monde de l'art indien, écrivains et critiques d'art, donc tels Mulkraj Anand, mais aussi commissaires, collectionneurs et marchands d'art. Alors parmi les contributeurs de Marg figure notamment l'exilé juif autrichien Rudolf von Leyden, c'est quelqu'un sur lequel mes recherches se sont arrêtées, qui est non seulement un contributeur fréquent de Marg, mais aussi le critique d'art du Times of India. Comme d'autres à Bombay, il a fui le nazisme et se différencie de ce fait dans son rapport au lieu d'accueil d'autres étrangers présents en Inde. Mais von Leyden, alors paradoxalement, bénéficie d'autre part, une fois établi à Bombay, d'un statut privilégié en tant qu'étranger au même titre que des étrangers d'autres horizons et qui ne sont donc pas exilés en Inde. Parmi les autres contributeurs, je nommerai Anil de Silva, qui est un membre fondateur du Indian People Theatres Association, sa sœur, l'architecte Minette de Silva, le juriste et historien de l'art Karl Kandalavala, l'historien de l'art allemand lui aussi établi en Inde Hermann Goetz, ainsi que le peintre sri-lankais George Keat. Alors vous remarquerez dans les quelques visuels que je vais vous montrer qu'il y a une grande originalité dans la mise en page de Marg. Notamment, on remarquera la qualité et le nombre des reproductions. Beaucoup sont en noir et blanc, mais il y a aussi des reproductions en couleur. Vous remarquerez la variation des papiers et des typographies qu'on doit à partir de 1955 à la graphiste Dolly Sierhar. Alors la revue tient cependant, je dirais, une position interstitielle. On pourrait la situer à la fin d'une période pendant laquelle les revues d'art servent en fait de lieu de création et d'expérimentation. Apparaît en fait en contrepoint dans Marg une volonté plutôt, je dirais, de documentation et d'interprétation de l'art. Alors qu'en est-il du contenu de la revue ? Le terme Marg est un acronyme qui veut dire le Modern Architectural Research Group et c'est aussi un terme qui veut dire chemin en sanskrit. Mais la revue ne se limite pas à l'architecture, loin de là. En fait, dans ses allers-retours entre présent et passé, elle ne reprend pas non plus les constructions historiques conventionnelles de l'époque. Alors, se côtoient dans les pages de Marg, ça c'est des photographies d'Henri Cartier-Bresson, des articles, c'est un échantillonnage, des articles sur Chandigarh, qui est traité dans plusieurs numéros, dont voici un numéro spécial dédié à Chandigarh, Chandigarh à nouveau, mais aussi l'architecture de Delhi, ici la partie ancienne de la ville, l'architecture de Jaipur est traitée aussi, un numéro spécial sur la photographie dont je vous montre une couverture et une photographie incluse à l'intérieur de Sunil Jana, sur le cinéma documentaire ou sur les plans d'urbanisme de Bombay. Alors ces numéros sont introduits par de longs éditoriaux qui portent pour titre, par exemple, Education through Art, Design and Patronage, ou bien encore Renaissance or Revival. Dès ses débuts, en fait, la revue exhorte les artistes et les architectes à dépasser ce qu'elle considère comme une binarité caduque entre hégémonie colonialiste et vision nationaliste. Alors pour Mulkraj Anand et nombre des autres contributeurs de Marg, il s'agit notamment d'œuvrer pour la création d'une nouvelle identité artistique. Alors celle-ci est souvent qualifiée de synthèse, sans que celle-ci ne soit expressément définie. Une synthèse entre le nationalisme de la génération précédente et les courants internationaux modernistes vers lesquels la revue est ouverte. Investi de cette idée, Marg vise aussi à améliorer la création artistique et architecturale indienne. Marg aimerait, je cite un éditorial, créer de la valeur, des tests critiques ou considérations à travers lesquels il serait possible de séparer les œuvres d'art vraiment importantes des mauvaises pour que notre formidable héritage puisse être diffusé dans la société indienne et dans ce monde en mutation constante. Alors Marg soutient de ce fait les artistes du Progressive Artists Group, qui est fondé en 1947 par le peintre Francis Newton Sousa, dont vous voyez ici une œuvre en couverture d'un numéro de 1954. C'est un groupe, je n'ai pas le temps de m'attarder vraiment sur ce groupe, mais c'est un groupe qui est tourné vers les avant-gardes européennes et qui est marqué par un esprit de nouveauté. Il inclut notamment les artistes M.F. Hussain et aussi Saida Haider Raza. Alors il faut rappeler que l'histoire de l'art, en tous les cas telle que nous en avons hérité, met bien sûr en avant les œuvres d'art qui sont, si vous voulez, aux avant-postes de la création,
Mais après l'indépendance, je rappelle que ce sont des courants néo-traditionnels qui ont énormément de force en Inde, tant en architecture qu'en peinture. Et les artistes aux formes innovantes, comme ceux du Progressive Artist Group, doivent se défendre de nombre d'accusations, accusations d'obscénité, notamment dans le cas du peintre Akbar Padamsee, et ils sont soutenus dans les pages de Marg. Alors, dans un article, Mulk-Raj Anand déclara, je le cite, « Il est certain qu'une fois une direction intérieure trouvée, entendez pour la création, le résultat ne sera pas une simple modification asiatique du modernisme occidental, mais quelque chose de nouveau et d'original qui contribuera au futur de la civilisation humaine. » Voici donc la mission dont Marg aimerait investir l'art. Mais cette vision, vous l'avez entendu, est résolument portée vers l'avenir. Il y a en fait un sentiment d'inadéquation de toute la création contemporaine en comparaison aux créations du passé, qui sous-tend en fait les comptes rendus d'exposition de Marg et même ses évaluations plus généraux des artistes. Alors bien souvent, il s'agit là, c'est évident, d'une stratégie, si vous voulez, polémique, éditoriale. On n'en a plus l'habitude aujourd'hui, mais cette espèce d'insatisfaction des critiques d'art était évidemment habituelle. Mais au final, elle va contribuer à l'essoufflement de la revue, en tous les cas à moyen terme. Alors, Anand décrira plus tard le premier article publié dans Marg comme une forme de manifeste, selon ce que tu as décrit, Lotte. Cette déclaration d'intention prit la forme en fait d'un montage didactique de textes et d'images, sont publiés, comme vous pouvez le voir, le long d'un texte sur le développement de l'architecture indienne et qui comprend notamment des citations du Corbusier et de Ernest Bloomfield Havel, des illustrations et des croquis des cités antiques grecques, ainsi que des photographies des caves d'Ellora et du Buland Darwaza de Fatehpur Sikri. Alors, à nouveau, il s'agit ici en fait d'inciter les architectes contemporains à dépasser les styles épuisés de l'époque et à trouver une nouvelle voie en s'inspirant, mais non en imitant, ça je le souligne, les modèles du passé. Alors, ce même article critique aussi tout nationalisme borné, ça c'est un des traits récurrents de la revue. Cela n'a aucun sens, déclare Mulk-Raj Anand, de penser à un style indien d'architecture ou à une architecture traditionnelle indienne. Il conclut que la science moderne et la machine parlent un langage commun qui affranchit les anciennes barrières régionales et sociales et donne forme à la vie de toutes les sociétés du monde. Alors, en plus de cette promotion d'artistes contemporains, et il figure nombre de portfolios d'artistes dans la revue, deux grands axes se dessinent. Alors, premièrement, la relation de l'Inde à son passé, et deuxièmement, la relation au monde, et plus particulièrement aux courants artistiques étrangers. Alors, un des objectifs majeurs et avoués de la revue est de se réapproprier et de revaloriser les héritages artistiques qui ont été dénigrés sous le système colonial, ou à l'inverse, simplifiés par les historiens de l'art dits nationalistes, tels Ananda Coomaraswamy ou justement Havel. L'un des enjeux de Marg est justement de ne pas tomber dans ce piège, je cite, d'une simple exaltation de la spiritualité ou de l'iconographie métaphysique de l'art indien, à l'instar de Coomaraswamy. Alors en particulier, c'est le passé précolonial que la revue va investir en lui donnant tout d'abord une visibilité. Mis à part certaines exceptions, il faut le rappeler, telle une grande exposition qui s'appelle Indian Art, exposition d'Indian Art au Government House de Delhi en 1948, donc mis à part une exception comme celle-ci, le public en fait n'a pas l'occasion encore de saisir le passé artistique indien de façon cohérente à l'époque. Ceci est dû, comme vous pouvez l'imaginer, d'une part à la dispersion des collections d'art indien, donc le résultat de spoliation coloniale, et d'autre part aux musées coloniaux créés en Inde dans la deuxième partie du XIXe siècle, mais qui ne présentent pas en tous les cas ce que nous appelons aujourd'hui des œuvres d'art ou d'antiquité. Alors dès le début de Marg, Mulk-Raj Anand affirme vouloir justement constituer une forme de musée imaginaire, il utilise ce terme, pour rassembler et comprendre la richesse du passé indien. Il en va bien sûr des enjeux mémoriels de la nouvelle nation qui se réapproprie un passé longtemps confisqué. Alors tout particulièrement, et à la différence justement de cette première génération d'historiens de l'art dits nationalistes, tels Coomaraswamy,
on remarquera l'importance que Marc va attribuer au passé musulman et en particulier au passé moghol, qui est trop souvent en fait écarté des historiens de l'art nationalistes, comme j'ai souligné. Marc va en fait convoquer une interprétation séculière du passé moghol, qui fait en fait de l'empereur Akbar, rassemblant peuples et cultures, une forme de précurseur de Jawaharlal Nehru, et c'est un rapprochement en fait dont les exemples font légion bien au-delà de Marg. Alors cette investigation historique se manifeste par de nouvelles recherches sur l'art et l'architecture moghole, dont les résultats sont publiés dans Marg. En voici quelques exemples qui reprennent d'ailleurs, c'est intéressant de le noter, des dessins tout à fait coloniaux. Mais je vais mentionner aussi plusieurs portfolios qui dévoilent d'impressionnantes sculptures érotiques hindoues, photographiées donc en gros plan, comme vous pouvez le voir par Raymond Burnier, et accompagnées des textes d'Alain Danielou. Alors longtemps diabolisés par les Anglais, comme le rappelle l'historien de l'art Parthmeter, et aujourd'hui, mais alors pour d'autres raisons, par les nationalistes hindous, c'est la charge érotique de ces sculptures qui est revendiquée dans les pages de Marg. Et nous avons au moins 6 ou 7 portfolios dans les premières années de la revue. Le deuxième axe qui se dessine, et que j'ai cité précédemment, est bien celui de l'ouverture sur le monde. Alors, comme on peut l'observer dans les pages de Marg, les années 40 sont, et ça ne vous surprendra pas, déjà très denses en transferts internationaux. Dans les pas d'Amrita Shergill, une artiste donc formée à Paris au début des années 1930, de plus en plus d'artistes indiens en fait vont soit faire leur formation, soit chercher une première reconnaissance à Paris ou à Londres. Et les procédés de citation et d'hybridation de leur œuvre prouvent en fait que pour nombre d'entre eux, ils ont déjà dépassé une conception de l'art qui serait articulée seulement à l'État-nation. Alors, il faut rappeler que les artistes indiens au XXe siècle ont longtemps été coupés des mouvements d'avant-garde par l'enseignement des écoles d'art coloniales anglaises, basées donc sur l'imitation de peintures et sculptures de style académique. Et de plus, ce sont des artistes qui ont longtemps été écartés des lieux de production de discours, comme nombre d'artistes dont nous discutons aujourd'hui. Alors paradoxalement, en se tournant vers les avant-gardes européennes et américaines, mais aussi mexicaines ou australiennes, on pourrait dire que Marg participe à une décolonisation, ou en tous les cas, ce n'est pas exactement pareil, à un décentrement culturel. Alors Marg facilite donc une affiliation avec les courants artistiques extérieurs et permet aux artistes de concevoir leur création à échelle monde. Alors ce qui importe pour moi, ce n'est pas tant qu'on puisse trouver, si vous voulez, des exemples d'articles sur l'architecture de Frank Lloyd Wright ou par exemple sur la collection de l'Art Institute of Chicago, mais que la revue investit un champ international et cherche en fait à confronter la création indienne à la création étrangère. À noter que la revue commence à publier des résumés de certains de ses articles en français dès le 2e numéro et qu'elle appelle aussi à la création de musées d'art indien à l'étranger et de musées d'art étrangers en Inde. Marg révèle ainsi, je pense, l'arrière-plan épistémologique des élites indiennes. Alors, celles-ci ont été profondément transformées d'une part par le colonialisme et d'autre part par la lutte anticoloniale. Le colonialisme les a bien sûr rapprochés des élites coloniales, alors que la lutte anticoloniale leur a permis, dans certains cas, d'articuler en fait d'autres affiliations socialistes, marxistes ou encore panasiatiques, et ce à échelle régionale ou mondiale. Et cette pensée monde et ces affiliations se prolongera par exemple avec l'exposition Triennial India, qui est aussi appelée Triennial of Contemporary World Art, qui est lancée par la Lalit Kala Academy, une agence officielle pour la promotion de l'art, sous la direction de Mulk Rajanand en 1968. Cette exposition regroupant des artistes de 31 nationalités se donne pour but, en fait, si vous voulez, de rapprocher la création artistique du pays de celle du tiers-monde et de pays occidentaux et socialistes. Mais elle va se voir de plus en plus critiquée par une nouvelle génération d'artistes qui y voient en fait une forme d'imposition des modèles esthétiques occidentaux. Et a fortiori, c'est ce type de jugement qu'ils auront aussi sur une revue telle la revue Marg. Alors, pour conclure,
je pense qu'on comprend bien une des difficultés qui apparaît dans Marg, comment en effet raccorder ces contributions, ces contributeurs, pour eux, le nation building, la formation d'un État-nation, sa création, à l'héritage du passé anticolonial. Apparaît en Inde, en effet, à la fin des années 60 et au début des années 70, une nouvelle génération qui est critique non seulement du colonialisme, mais surtout de l'État indien et de ses institutions, ce que Frederick Jameson appelle une crise des valeurs universelles. On reproche, si vous voulez, pour aller vite, à la première génération de leaders politiques qui ont mené la lutte anticoloniale et aux intellectuels qui ont nourri leurs pensées, d'avoir récupéré, si vous voulez, le pouvoir du système colonial. Alors, quant à Marg, Mulk Rajanan porte des jugements de plus en plus sévères envers l'art et l'architecture indienne, une déception qu'il articule très clairement dans un article daté de 1963. Et une mutation va se produire dans les années 60 dans la revue. Elle publie de plus en plus des numéros thématiques qui sont certes de grande qualité, mais qui en fait éloignent la revue de la création contemporaine, à l'heure précisément où d'autres revues vont émerger. Dans le même temps, on assiste à la fin de la décennie à la montée du tiers-monde et de revendications culturelles. Émergent des artistes et des critiques d'art indien qui revendiquent cette différence et vont formuler une nouvelle appartenance. Celle-ci prendra forme dans des revues plus confidentielles et aux fondements théoriques plus affirmés, notamment Vrishtik, publié depuis Baroda par les artistes Ghulam Mohammed Sheikh et Bhupen Kakar. Et c'est une revue qui diffusera d'ailleurs en 1971 l'essai de la critique d'art Gita Kapoor sur l'art et l'indigénisme. Mulk Rajanan deviendra donc, comme je l'ai dit, l'objet de critiques, alors non pas tant pour sa direction de Marg, mais pour avoir assumé le rôle de directeur de la Lalit Kala Academy, cette agence gouvernementale que j'ai nommée précédemment. Aujourd'hui, ces mêmes critiques d'art et artistes reconnaissent en fait à quel point Marg a participé à la vie intellectuelle indienne et félicitent Mulk Rajanan pour son ouverture sur le monde. Alors, confronté aux nouvelles formes, si vous voulez, cosmopolites de l'art indien et des lectures qui présentent donc un nouveau cadrage sur la dimension internationale de l'art indien, on assiste en fait à un regain d'intérêt pour cette période d'après-guerre, d'après-indépendance pour l'Inde, qui a nourri donc certains des grands artistes indiens et qui ont vu émerger les premières formes d'art cosmopolite. Mais surtout, je pense qu'il a malheureusement fallu attendre l'érosion de cette idée néhruvienne de l'Inde et de son pluralisme pour justement que cette génération des années 60 et 70 reconnaisse en tous les cas certains mérites de l'époque néhruvienne. Longtemps négligé des lectures nationalistes, mais aussi donc de certaines lectures postcolonialistes, c'est bien à échelle monde que se sont constituées au XXe siècle les compétitions, les tensions, les échanges artistiques, mais aussi les imaginations et les discours des artistes et intellectuels indiens. Et je pense qu'il nous revient donc de dépasser les binarités, à l'instar de Marg, pour écrire une histoire qui met en lumière l'aspect relationnel ou connecté de la création artistique indienne et telle qu'elle est archivée dans Marg. Merci. Merci beaucoup Devika pour cette présentation de la revue Marg qui, il faut le dire, les photos ne lui rendent que partiellement justice, mais qui est vraiment une revue splendide du point de vue matériel et esthétique. Non, il y a quelque chose à dire aussi sur les conditions de la recherche justement, et donc effectivement les photographies ne rendent pas justice à la beauté de la revue. Donc on va prendre 15 minutes de questions. Moi j'aurais plusieurs choses à vous demander, mais je vais d'abord laisser la parole à la salle. Juste, je me suis intéressé à ce que disait Mourad sur André Lhote dans les années 40, c'est ça, que les peintres viennent à Paris pour étudier dans son atelier. Donc les années 30, ce sont les Turcs qui passent également dans l'atelier, d'où je pense que tu as cité le nom d'Istanbul, la ville d'Istanbul comme un de ces centres des artistes iraniens. Et c'est intéressant dans ce sens où le cubisme, en tant que l'art moderne, qui était, je pense, la même chose, peut-être la même histoire qui existe dans cette région, en lutte avec l'impressionnisme de l'époque.
donc la génération 14 et la génération 29 qui ont, dans l'Empire ottoman et dans la Turquie moderne, qui faisaient de la peinture une sorte de modernisme que les historiens de l'art d'aujourd'hui, des 50 dernières années ou bien, ont considéré donc les étudiants de Lot comme le vrai modernisme, parce qu'ils faisaient une peinture cubiste. Mais par contre, si j'ai bien compris, il y avait une sorte de critique nationaliste à ce que faisaient les peintures cubistes. Et de la même manière, un des intellectuels femmes de la Turquie qui faisait des discours à l'époque de la guerre d'indépendance a écrit dans les années 40 un article assez intéressant sur le Picasso, la considérant, donc sa peinture, comme l'art dégénéré. Assez grave dans les années 40, donc juste après que les camps de concentration, le régime nazi se fait jour, précisément, sans cacher son visage, disons, un peu modernistique, parce qu'il y a eu quand même dans cette région-là, de la part des intellectuels et des politiciens nationalistes, une admiration aux Allemands, au nazisme, au régime nazi, avec des camps qu'ils ont. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec les non-musulmans en Iran, mais les non-musulmans turcs, ils ont eu une taxe de valeur ajoutée qui fait que ceux qui ne pouvaient plus payer la taxe, donc ce sont les Arméniens, les Juifs et les Grecs, ont passé leur vie, ça a duré 9 mois, mais c'est assez important du point de vue symbolique, qu'ils ont passé leur temps dans les camps en Turquie. Donc ma question était de savoir si c'est les mêmes critiques nationalistiques que les intellectuels et nationalistes ont eu aux élèves qui sont de l'atelier de Lot en Iran. Entre Paris et Téhéran, quoi. Voilà. Merci pour votre remarque, Ali, c'est intéressant. Non, ce que je voulais dire simplement, c'est que, étant donné que les Iraniens comme Ziapour découvraient le cubisme non pas à son point d'origine, mais dans un moment où le cubisme servait aussi des buts idéologiques en France, en fait. C'est un peu notamment, voilà, bien sûr, mais aussi plus généralement une fierté nationale, quoi, à travers un courant pictural comme le cubisme. Donc ça n'avait rien à voir avec découvrir le cubisme dans les années 1910-20. C'était une toute autre expérience du cubisme, en fait, conditionnée par un contexte géopolitique très différent. Et donc ce que je suggérais, c'est que peut-être cette expérience du cubisme, non pas héritée des avant-gardes, mais plutôt d'un contexte géopolitique marqué par le retour des nationalismes, peut-être avait pu inspirer Ziapour dans lui la volonté qu'il a eue ensuite d'explorer l'esthétique cubiste dans des sujets iraniens, dans des thématiques iraniennes, parce que c'est ce qu'il a fait en fait ensuite. Donc moi c'était surtout pour suggérer ça, mais autrement la critique du nationalisme entre guillemets qui pouvait avoir lieu en Iran à ce moment-là, c'était pas tellement une critique du nationalisme, c'était plutôt une critique de la monarchie de Reza Shah et de sa capacité à se faire marcher dessus par tout le monde, par les Russes au nord, par les Britanniques au sud, par les Allemands quand ça les arrangeait. Et donc c'était un espèce d'état d'ingérence et d'appropriation des ressources naturelles permanente, qu'on n'appelle pas colonisation, mais qui est très proche quand même. Donc c'était une critique peut-être, oui, de ce nationalisme monarchique, ce nationalisme qui essayait justement de ne plus s'appeler la Perse, mais l'Iran. On est aussi au moment où on parle, Reza Shah va encourager le passage du mot perse au mot Iran. Donc ce nationalisme-là, oui, certainement, qui en fait était un nationalisme assez soumis au bon vouloir des puissances occidentales et russes,
certainement avait prêté matière à être critiqué par les membres du COC, oui. Mais quoique dans la revue elle-même, il ne le faisait pas de manière très frontale. Non, parce que sinon, de toute façon, la revue se faisait fermer, il devait changer de nom, réapparaître 2 ans plus tard. Donc il n'y a pas vraiment de critique politique virulente, explicite dans les colonnes de la revue elle-même, mais c'est plus subtil. Voilà, c'est à travers certaines notions, certaines personnalités, quelqu'un qui disparaît, quelqu'un qui réapparaît, qu'on peut interpréter ces lignes de fracture politique, mais pas de manière explicite ou pas de manière déclamative dans les colonnes de la revue. Le nom farsi de la revue, c'est Khoulouse et Djangi. Ouais, Khoulouse et Djangi. Merci beaucoup. Oui. Il y a aussi une question là-bas après. Non, mais... Oui, j'ai juste une petite question pour Devika. Je me demandais à travers quel circuit les œuvres d'art, enfin les articles sur les arts extra-européennes arrivaient en Inde. C'est-à-dire, est-ce que j'ai vu, donc, tu as montré des images d'art australien, mexicain, etc. Est-ce que c'est des articles qui étaient parus auparavant dans des revues étrangères? Est-ce que c'est des textes inédits? Voilà. Là, en l'occurrence, ce sont, il me semble, alors il faudrait que je vérifie pour l'art mexicain, des textes inédits. Peut-être que tu en sauras plus sur cet auteur, Annabella. Je sais qu'il a aussi écrit un livre sur l'art maya. Alors, pour répondre à ta question, il y a le réseau de Mulk Rajanand de ces années passées en Angleterre dans les années 30 et 40 qu'il mobilise pour aussi reproduire des textes de Patrice Geddes et d'autres architectes urbanistes, par exemple. D'autre part, il y a un réseau d'étrangers qui viennent en Inde. Donc la personne qui signe le texte sur l'art australien séjourne à un moment de sa vie en Inde, et j'imagine que c'est comme ça qu'il la rencontre. Il y a un numéro spécial dédié à l'art africain qui, je sais, t'a interpellé, Florence, quand tu as consulté la revue au musée du Quai Branly. Là, c'est intéressant. Les textes sont des textes de Tristan Tzara, James Johnson Sweeney du Guggenheim, et un texte de Mulk Rajanand, et ensuite un recensement de sculptures africaines, toutes de musées européens ou américains. Donc ça, il faut quand même le souligner, c'est que parfois cet intérêt porté aussi sur l'art extérieur, en l'occurrence, là j'ai mentionné l'exemple africain, passe quand même par son interprétation occidentale. Donc on n'est pas toujours dans un rapport direct avec ces pays, on est dans l'ensemble, je sais que c'est très à la mode de parler en langue anglaise de Global South et de relations entre les pays asiatiques, africains, etc. Mais à cette époque-là, dans cette l'immédiate post-indépendance, les artistes, les intellectuels sont quand même très tournés vers l'Europe et les États-Unis. Donc j'ai mentionné le Mexique, bon, l'Australie c'est encore autre chose, une autre périphérie occidentale. Mais dans l'ensemble, c'est l'Europe et c'est les États-Unis. Et c'est grâce à ce réseau de Mulk Rajanand, surtout des années 30 et 40. Oui. Et d'ailleurs, au début de ce numéro sur l'art africain, Mulk Rajanand parle de ses amis qui l'ont introduit à l'art africain. Il dit que ça fait 30 ans qu'il s'y intéresse et il cite, je ne les ai pas toutes en tête, mais Nancy Cunard. Donc ça te donne une idée, si tu veux, de cette généalogie et de comment l'intérêt vers l'art africain ne passe pas forcément par les protagonistes africains. Bonjour, j'ai une petite question par rapport à Marg. Est-ce que la ligne éditoriale ou le profil a changé après l'indépendance? Alors, la revue existe encore aujourd'hui, donc elle a énormément changé au cours du temps, mais entre octobre 1946 et l'indépendance, la réponse est non. Alors, c'est pour ça, pour moi, qu'en fait, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle ne fait pas seulement reprendre une politique ou une rhétorique néhruvienne dans les années fin des années 40 ou 50, elle y participe. En sachant qu'en fait, ce que Nehru met en place, ce sont des rhétoriques et des politiques qui font déjà partie du Parti du Congrès, en tous les cas de la dimension néhruvienne du Parti du Congrès. Il y a bien sûr des compétitions à l'intérieur du parti. Et donc on n'observe pas
de différence, qu'elle soit éditoriale, qu'elle soit visuelle, dans les maquettes ou dans la mise en page, entre les premiers numéros. Il y a un numéro en octobre, un autre numéro en janvier 47, et le numéro qui va sortir après, plus tard dans l'année de 47. Il n'y a pas de grande différence. C'est déjà, quelque part, on sait que l'Inde va devenir indépendante en octobre 46, donc on est déjà complètement dans cette mouvance indépendantiste dès la création de la revue. J'avais sinon une question, Mourad, puisque tu nous as un peu lancé la perche, tu l'as évoqué toi-même, et cela fait écho à ce que Kenza nous disait ce matin, le problème d'accès aux sources. Peut-être que tu peux nous en parler, nous en dire un mot. J'ai fait l'allusion par rapport aux bibliothèques iraniennes, où il y a parfois des pages déchirées dans certains livres. Voilà, mais c'est plus les aléas auxquels tous les chercheurs vivant dans la République islamique ont l'habitude de chercher, puis de voir qu'il y a des pages déchirées dans tel livre, ou noircies au marqueur. Voilà, mais en dehors de ça, oui, c'est de la même manière, par exemple, que même si c'est des contextes très différents, Kenza a rappelé que la revue Souffle a été rendue disponible qu'assez récemment, finalement. Et maintenant, il y a un nouvel engouement qui fait qu'il y a des nouveaux supports, une nouvelle circulation, une seconde vie, etc. Bon, en Iran, ça reste extrêmement limité et il n'y a pas du tout un revival du coq combattant, même au niveau de la recherche, au niveau des... C'est vraiment très très embryonnaire, et c'est quelques personnes qui s'intéressent à ces héritages de l'histoire des avant-gardes, de l'histoire du moderne, etc. Et ça se déroule vraiment entre les 2-3 chercheurs qui s'y intéressent et qui vont devoir à un moment ou un autre ne plus passer par les bibliothèques publiques, mais trouver les gens qui ont conservé dans leur tiroir, tout simplement. Donc on retombe sur le travail d'archives, mais par le bas, c'est-à-dire chez les gens, dans leurs commodes, dans leurs greniers, etc. Oui, Mika. Deux modes de production de revues complètement différentes, et je voudrais savoir un peu plus sur justement les modes de production du coq combattant et de la revue Margue, parce qu'on voit même dans les éléments paratextuels, Margue reprend des codes visuels qu'on retrouve dans Arts Magazine. Donc c'est une presque dans Arts Magazine, dans des revues d'art et d'architecture déjà bien installées dans le monde occidental, et c'est même saisissant à quel point la maquette graphique est déjà du déjà-vu graphique à travers d'autres revues. Tandis que pour le coq combattant, c'est véritablement un autre mode de production. Donc je serais très intéressant sur le nombre des tirages, les imprimeries, des formes de typographie qui sont dans des économies complètement différentes, à la fois pour ton cas et pour ton cas. Alors là, je rappelle que c'est une revue indienne. Cela veut dire que même si elle existe encore, quand tu poses ces questions, il n'y a aucune réponse. Quand tu poses ces questions à Margue, à l'éditeur actuel, enfin le rédacteur en chef, on dirait en français actuel, ils ne savent pas. Je peux te dire que c'était une revue qui coûtait très cher, 4 roupies et 8 annas, alors qu'on a des annas, c'est un peu comme des centimes, hein, sauf que c'est pas un système de cent. Et à titre indicatif, l'une des autres grandes revues, mais alors beaucoup moins d'avant-garde de l'époque, se vendait pour 4 annas. Donc imagine 4 centimes plus ou moins, et à l'inverse, Margue, 4 francs et 8 centimes. Voilà. Donc c'est une revue qui coûte très cher. Elle est soutenue, comme je l'ai dit, par le Tata Group. Donc ce sont des industrialistes nationalistes liés à l'industrie du style, du acier en français. Mais de là à te donner des numéros de la circulation et où est-ce qu'ils sont imprimés et les détails, parce que ça a changé, c'est dans ces contextes-là assez difficile d'obtenir ces informations. Donc, malheureusement, je n'ai pas de réponse à ta question. Moi, j'ai un peu honte avec mon coq comparé à Margue. Vraiment, il n'y avait pas d'image dans le coq, très peu d'images. Parfois, vraiment une toute petite reproduction de peinture ou des portraits, des photos d'identité des jeunes artistes iraniens récemment diplômés de l'université dont on relatait les talents et les qualités. Et par ailleurs,
c'est pas un sujet de recherche foncièrement personnel, parce que j'ai réuni des éléments pour pouvoir en parler aujourd'hui en dialogue avec d'autres personnes qui travaillent dessus. Donc je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants. Ce que je sais, c'est que vraisemblablement, ils ne pouvaient pas se faire financer, contrairement à beaucoup d'autres de l'époque, par les Russes, parce qu'ils avaient tout ce discours anti-parti et anti-réalisme socialiste, etc. Donc ils avaient nécessairement un mécène, je crois que j'ai entendu parler de quelque chose comme ça, un mécène privé qui les soutenait. J'aimerais bien pouvoir te donner plus de détails, mais malheureusement je ne peux pas. Et tout ce que je peux dire, c'est que la première période du Coq était vraiment comme un bouquin assez volumineux et avec une mise en page extrêmement classique et figée, et presque un peu comme un almanach presque, alors que la deuxième période est beaucoup plus... elle se constitue quasiment de 10 à une douzaine de pages, pas plus, qui sont imprimées un peu de manière libre, sur des pages qu'on peut déplier, un peu comme un dépliant, voilà, et où donc le manifeste, cette fois-ci, apparaissait à chaque fois au dos à l'encre rouge. Donc ça, apparemment, c'était une grande innovation, qu'il y avait de la couleur, le manifeste était imprimé à l'encre rouge, le logo du Coq apparaissait à l'encre rouge, contrairement aux premières périodes où tout était en noir et blanc. Mais malheureusement, pas beaucoup plus d'infos sur l'aspect pratique. Une dernière question de Zaya. Oui. En fait, il y a plus deux choses. D'abord, je suis vraiment ravie d'avoir entendu vos deux interventions. Je trouve que, dans la perspective d'un colloque, je trouve que la problématique de quelle identité culturelle, telle que vous l'avez énoncée là, pour chacune des revues, c'est passionnant de voir les enjeux intellectuels et puis le rapport, d'une certaine manière, à la nation, quoi, qui se joue là. Et en même temps, je réalisais à quel point le modèle anglo-saxon est dingue, quoi, parce que tu dis le groupe Tata, je connais quasiment aucun espace francophone où on pourrait dire qu'un groupe industriel qui a de l'argent et des moyens ait pu résister au colonialisme et qui aurait pu soutenir un tel projet, par exemple. Voilà, alors quand même tu dis son nationalisme, mais dans les faits, l'Angleterre ne les met pas en tôle, quoi. Donc non, pas du tout. En fait, l'acier est nationalisé, c'est une industrie qui est nationalisée dès les années 20, et le fondateur de la famille Tata fait partie d'une des personnes qui va justement pouvoir s'approprier ce pouvoir, créer des industries, et notamment une usine et une ville autour de cette usine qui existe encore aujourd'hui. Soutenir un tel objet, quoi. Soutenir un tel objet, ça veut dire qu'il y a une légitimité. Oui. C'est-à-dire que je veux dire, ce qu'on pourrait appeler le modèle coercitif colonial, tel qu'on n'a pas, si tu veux, le couteau sur cet objet. On a l'impression qu'il ne subit pas une sorte d'opposition systématique où on lui enlève le papier imprimé, on lui interdit l'existence de ces... Voilà. Non, mais la revue est fondée en 1946, donc la question ne se serait pas posée. 2 ans avant. Donc on n'est pas dans cette relation d'opposition au pouvoir, au contraire, on est plutôt assez proche du pouvoir, que ce soit le rédacteur en chef que j'ai nommé plusieurs fois, mais aussi d'autres contributeurs. Donc la question en fait ne s'est pas posée, ils n'ont pas non plus testé en s'opposant à Nehru ou à d'autres membres du parti du Congrès. Il n'y a pas eu cette opposition dans Marx, ce n'est pas... quelque part, contrairement à d'autres vues qui ont été évoquées aujourd'hui, elle ne fait pas partie de cette mouvance d'opposition au pouvoir. Non, parce que je disais, voilà, ce qu'on se disait avec Todd, c'est qu'on imagine ça en Algérie, ça serait impossible, par exemple. Même si la revue Soleil existait, on voyait bien les limites de ce type de production. C'est-à-dire, voilà, il y a un moment donné, dès que tu touches aux politiques, tu es mis en prison ou expulsé du territoire. Alors je vous remercie tous, je vais vous inviter à prendre une petite pause, mais vraiment très courte, 10 minutes strictes.